Elle est l'une des voix les plus singulières de la scène française, une voix reconnaissable entre toutes, qui pourtant a longtemps été pour elle une source de complexe. Une voix grave, cabossée, forte, enragée, engagée comme elle, et c'est tout ce qu'on aime chez Mesdames. Qui je suis? Une bonne française moyenne. Bonjour Imani, Bonjour, ça va bien? ça va très bien, merci. La première fois que je t'ai entendue, ça m'a fait le même choc que la première fois où j'ai entendu Tracy Chapman. C'était ça. Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper. Choc ultime. Quelques années après, j'entends ça. It breaks my heart cause I know you're the one for me. Don't you feel sad there never was a story, obviously. Et là, je me dis, cette voix est absolument dingue. C'est une voix forte, c'est une voix engagée. Mais tu dis que, en fait, ça t'a complexé, cette voix. Ça m'a complexé parce que moi, j'ai cette voix depuis petite et que on sait, on m'a tout de suite dit qu'est-ce que c'est que cette voix, mais qui c'est cette fille avec cette voix d'ours ou d'ogre ou je sais pas quoi. Et donc, Quand tu étais petite, on oui, te quand disait j'étais ça. petite, donc j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal chez moi. Et donc ça me complexait à chaque fois quand je sois identifiée par cette voix-là. Donc je dis souvent que le pire moment, le premier jour d'école, c'est quand on disait mal mon nom de famille, que je devais le corriger à voix haute auprès des professeurs et que tout le monde se retournait pour savoir qui avait parlé avec cette voix-là. Ah là là, j'avais horreur de ça. Donc c'est vrai que ça a été un complexe longtemps. Et cette voix, maintenant, tu t'entends bien avec elle? Maintenant, je m'entends très bien avec elle. C'est une histoire longue, mais qui commence à bien se terminer là. T'as quel âge, Imani, aujourd'hui? J'ai 46 ans. Et en ressenti? Ah, ça dépend des jours. Mais je dirais que dans ma tête, j'ai toujours 25 ans. Et dans mon corps, bon, peut-être j'en ai 38. Et dans la réalité, t'en as 46. Enfin, Ouais. en tout cas, tu les fais pas, j'imagine qu'on te le dit souvent. On me le dit souvent et en même temps, je n'arrive pas trop à savoir ce que ça veut dire, tu fais pas ton âge. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a quelque part la photo d'une meuf de 46 ans contre laquelle on compare Un étalon. un étalon en disant ah, elle a 46 ans, donc toi tu es au-dessus, toi tu es en Tu dessous. regardes. Ça veut, je sais pas ce que ça veut dire, je trouve que ça veut rien dire. À quel âge on est vieux? Je pense qu'on est vieux quand on est vraiment trop rigide dans son corps et dans sa tête. On peut être vieux à 30 ans, je pense. Ah, les gens qui ont des règles bien à eux, ils ne veulent pas en déroger. Pour moi, c'est ça, être vieux. C'est-à-dire être sec, c'est ça. Donc, ce n'est pas vraiment une histoire d'âge, c'est d'abord une histoire de... Petit, étriqué. Ouais, il y a des gens qui ont plus de 80 ans, mais ils sont toujours curieux, ils sont drôles. On dirait même des enfants. Ils n'ont pas l'air vieux. C'est dans la tête, quoi. En Ouais, gros. c'est dans la Et tête, c'est dans l'attitude. Et dans l'attitude, dans ton Ouais, comportement. ouais, je pense. Tu as un parcours incroyable, tu as un parcours très atypique quand même. Parce que tu es issu d'une famille d'origine comorienne, tu as 7 frères et sœurs. T'es quel numéro, toi? En fait, on est 7, donc j'ai 6 frères et sœurs, moi je suis numéro 3. Et ton père te réveillait à 6 h du matin pour aller courir une demi-heure avant d'aller à l'école. Pas que moi, avec les frères et sœurs aussi. Ils nous levaient le matin pour aller courir parce que c'était bon pour la santé, c'était bon pour le mental. Ils voulaient des enfants forts, endurants, costauds, disciplinés. Et lui, il vivait ça tout seul. C'est-à-dire que s'il n'allait pas courir avec nous, il allait courir de toute façon. Donc, ce qui marchait pour lui, ça devait marcher pour nous. Il était sévère. Il était sévère. Toi, ça t'a posé un problème, cette sévérité, ou c'était finalement tout le monde suivait quand tu as 7 enfants, c'est vrai qu'il faut quand même mettre des règles, j'imagine, non? Bah alors, tu es obligé de suivre. Donc, honnêtement, quand tu as un père sévère, tu suis. Mais, du coup, tu es obligé de louvoyer aussi parce que tu te construis un peu contre. Ouais. Il y a des choses que j'ai gardées, il y a des choses que je n'ai pas du tout gardées. Et c'est peut-être pour ça qu'à 18-19 ans, je suis partie parce que ce cadre-là, il ne me convenait pas. Mais j'ai vite compris que si je donnais un peu en apparence comme mon père voulait, il me foutait un peu la paix. Et te laisser tranquille. Ouais. Et tu fais du sport assez vite, tu te lances dans le saut en hauteur et tu vas même jusqu'au championnat de France. Enfin, vraiment, tu es très investi dans le sport. C'est ton père qui te pousse à ça? C'est lui qui te guide là-dessus ou c'est toi Pas toute du tout, seule? il ne voulait même pas. J'étais en internat militaire quand j'étais repéré par Thierry Blanco, l'entraîneur de l'équipe de France à l'époque.
Et donc, ça voulait dire qu'il me retirait le week-end pour aller faire les entraînements. Et ça mon père, ça lui plaisait pas. Ce qui est fou, parce que quand tu lèves tes enfants depuis l'école primaire à courir le matin, C'est ça. c'est assez logique qu'à un moment donné, ils se retrouvent à faire du sport. Mais moi, ça m'a permis donc de sortir de l'internat, parce que du coup, j'ai pas fait tout le cursus jusqu'à la terminale avec mes frères et sœurs. C'était un lycée militaire, c'est ça? Collège militaire, Collège de jeunes militaire. filles. De jeunes filles, ouais. Ça m'a permis donc d'intégrer l'équipe de Thierry Blancon, de commencer à voyager en France, parce qu'on fait des compétitions un peu partout en France, même dans quelques pays européens, et je me rends compte qu'en fait, le monde est plus grand que juste chez moi et l'école. Et ça, c'est une vraie révélation. Je me suis aperçu qu'il y avait d'autres gens, d'autres façons de penser, d'autres façons de faire, d'autres pays, d'autres villes. Et là, tu te fais repérer, tu as 17 ans, tu te fais repérer dans le métro pour devenir mannequin. Et que te dit ton père quand il apprend qu'à 17 ans, tu vas partir à New York pour être mannequin? Ça ne se fait pas comme ça, mais mon père, il est au Kosovo à l'époque, depuis quelques mois en mission, et la ligne téléphonique n'est pas bonne. Et je lui dis, oui, on me propose de rentrer dans une agence, et il ne comprend pas en fait. Il dit, oh là là, faites ce que vous voulez, dis à ta mère, de voir avec ta mère. Comme ma mère, elle a pris ça comme une opportunité de faire de moi une vraie fille, parce que j'étais un garçon manqué, elle s'est dit, ah bah si elle devient mannequin, peut-être qu'elle va être une vraie femme en fait. Donc elle me laisse faire. Et c'est vraiment sur un malentendu que j'ai réussi à arnaquer mon père, parce que je pense qu'il aurait dit non. Et au début, ça se fait que je commence la mode en France en fait. Je suis encore au lycée quand je commence. Je fais une année de fac. Mais comme je commence à faire des allers-retours à Milan, à Londres et à New York, bon, la fac, ça commence à pas trop m'intéresser. Et je pars doucement à New York en disant à mon père, je fais une année sabbatique pour me donner vraiment une chance. Et puis, il m'a laissé faire parce que de toute façon, c'était trop de dire à mon père, j'arrête les études pour devenir mannequin. Mais voilà, louvoyer, tu le Oui, vois. c'est ça, t'es passé un peu comme ça en scred. Moi, c'était quand même calculé dans ma tête, mais il fallait que je ménage mon père, quoi. J'ai lu, alors peut-être c'est une fake news, mais pour la petite histoire, tu as démarré à New York dans l'agence de Donald Trump. J'avais monté une agence et j'étais dans cette agence et Melania, sa femme, était dans cette agence et elle l'a rencontrée là. Ouais. Et j'ai rencontré sa femme à l'époque aussi, qui était une femme très sympa. Oui, tu l'as rencontrée, non? Une seule fois, parce qu'il faisait évidemment la soirée de mannequin annuelle de fin d'année. Il l'avait faite une fois dans la Trump Tower, là, dans son appartement. De loin, je l'ai vu. Voilà, mais à l'époque, qui aurait pu prédire que... Oui, voilà. Ça partirait en sucette. Voilà, personne. Alors, on va s'arrêter un peu sur ta carrière de mannequin, parce que moi, tu as dit c'était très compliqué, j'avais besoin d'être tout le temps en dissociation. Ça veut dire quoi exactement? À chaque casting, tu te mettais en dissociation? Je pense que moi, comment je le vivais, je trouvais ça très violent, en fait, d'arriver, d'attendre 2 heures dans le couloir, assise par terre, qu'il y a un mec qui arrive et qui prend ton bout, qui te regarde comme ça, et qui te pose 3-4 questions. T'as quel âge? Vas-y, marche, je te regarde comme ça. Et puis, hop, et tu devais repartir. Ou tu devais essayer un truc, et puis t'étais un objet, quoi. Ouais, et il y a c'est ça. quelque chose en moi qui avait du mal à le vivre. Et donc, j'arrivais à me détacher de façon à ce que mon corps soit un peu en autopilote, que je le fasse sans que ça me fasse trop de mal. Je crois que j'allais vraiment dans un endroit d'anesthésie. La dissociation, c'est une forme d'adaptation à une situation qui est violente, qui est difficile à vivre. Et alors, après le mannequinat, tu te tournes vers la musique. Après le 11 septembre, j'étais à New York, tout le marché s'effondre. Et les mannequins qui arrivaient à vivoter, d'un coup, elles ne vivent plus du tout. Donc, on est obligé de vivre à la new-yorkaise et faire plein de petits boulots pour payer le loyer. Donc, je commence à travailler dans des restos, faire des petits boulots. Et ça devient très, très dur parce que je continue les castings d'un côté, avec l'espoir qu'à un moment donné, il y a un gros chèque qui tombe et que je puisse continuer à vivre. Et en même temps, tu es, je ne sais pas, moi, hôtesse ou manager d'un restaurant et tu termines à 4 heures du matin. Donc, j'ai craqué assez vite en me disant que ça n'avait aucun sens pour moi de m'échiner comme ça juste pour payer le loyer. Et j'ai 21 ans, tu vois. Donc, je me dis, attends, si la vie, elle doit être dure, alors il faut que ça ait un sens. Donc, j'accepte de faire tous ces petits boulots en me disant que l'argent que je gagne, c'est pour faire de la musique. Parce que j'ai envie de faire de la musique depuis très, très longtemps. J'ai juste pas le courage, quelque part. Et là, je suis au pied du mur. C'est soit ça, soit je crève. Mais littéralement, parce que je rentrais en dépression de juste travailler comme une folle pour payer mes factures, quoi. Ça n'avait pas de sens pour moi. Voilà. J'ai commencé à prendre des cours de chant, même prendre des cours de théâtre, parce que je n'avais pas idée de ce que c'était d'être sur une scène. J'ai fait des backups, des choristes Ouais.
pour des groupes obscurs. Dès qu'il y avait une possibilité, j'y allais. J'ai appris à écrire des chansons. Enfin voilà. Donc du coup, c'est pas du tout la même chose quand tu te lèves pour aller travailler en se disant que c'est l'étape obligatoire pour accéder à ce que tu veux vraiment, plutôt que de juste te dire faut que je paye mon loyer, quoi. Ouais, des jobs alimentaires. Non, ouais. Mais tu as toujours fait quand même de la musique dans un sens engagé, dans un but un peu engagé, que ce soit politique, social ou même intime. La musique, c'est la façon que j'ai de m'exprimer, de me raconter ou de raconter mes observations. C'est engagé en le sens que j'y mets de ma personne. Voilà, donc je m'engage. Forcément, dans The Shape of a Broken Heart, cet album, c'est une chanson sur... le titre, c'est une chanson sur l'Afrique qui dit que l'Afrique a la forme d'un cœur brisé quand on la regarde comme ça. Mais c'est beaucoup un album de moi qui essaye de réparer mon cœur brisé après une histoire d'amour désastreuse. Donc j'ai l'impression que quand on plante sa plume dans son histoire personnelle, on raconte l'universel. Et c'est ça, en fait, ma façon d'écrire. Mais par contre, là, quand même, le dernier album qui s'appelle Women Deserve Rage, ça veut dire les femmes méritent la colère. Si c'est pas un engagement. Oui, mais parce que je le pense. Hein, quand j'y vais, c'est pas du tout une phrase provoque. C'est une révélation qui est venue à moi en me disant mais on a le droit à la colère. On a un droit fondamental à la colère, c'est-à-dire à l'adresser et à la dépasser. Parce que tant que tu l'adresses pas, tu la dépasses pas, mais elle est là. Donc elle est à l'intérieur de toi et elle se retourne contre toi. Et puis la société, elle en bénéficie quelque part. Et on devient une espèce d'être qui fonctionne à l'amertume, à l'autodestruction. Et oui, je pense que la société bénéficie du fait que les femmes ne font pas de vagues. Elles acceptent leur sort, même si ça ne leur convient pas. Et comme ça, on peut continuer à dominer les uns et les autres. Moi, je pense que quand les femmes adressent leur colère, elles règlent tout un tas de problèmes pour elles et donc pour la société. Donc, elles ont le droit à la colère. Mais comment on peut, du coup, apprendre aux femmes comment elles peuvent exprimer leur colère? Moi, je pense qu'elles peuvent l'exprimer de toutes les manières. Et si c'est hargneux, si tu as besoin que ce soit hargneux aujourd'hui pour que ça passe, bah, il faut accepter d'être laide. Tu vois, quand tu as dit hargneux, tu as fait carrément une grimace. Et bah, dans la hargne, il y a quelque chose de pas beau. Mais c'est une des raisons pour lesquelles les femmes, elles ne veulent pas non plus être en colère. Elles veulent, c'est pas seulement elles. On leur demande. Exactement. La société, la culture fait qu'on te pousse à être lisse. Donc moi, mon conseil, c'est déjà accepte toutes les parts de toi-même, même laide. On est fait d'ombre et de lumière. C'est bien beau d'être joyeuse et d'être pacifiée tout le temps, mais des fois, on a envie de casser la vaisselle. Eh bien, casse-la, la vaisselle. Laisse passer cette colère. Accepte qu'en face, les gens te prennent pour une folle, aient peur de toi, te trouvent laide, pas facile à vivre. Accepte d'être une relou, parce que derrière, il y a ta santé mentale. Ça vaut bien plus que ce que les gens pensent de toi. Alors comment tu fais? Comment tu l'exprimes ça? Alors tu dis, tu peux péter des assiettes. Moi, c'est mon rêve, de prendre une pile d'assiettes. Mais fais-le. Et tu sais qu'il y a des rage rooms, ça existe. Moi, je l'ai fait. C'est vrai? Pendant une demi-heure, on te donne une combinaison, un casque, une batte. Tu rentres dans une pièce, il y a des assiettes, tu hurles, tu tapes partout, tu jettes les assiettes. Ouais. Mais je veux y aller. Mais je t'en prie. Mais tu l'as fait. Je l'ai fait. J'ai même posté sur mes réseaux. Ouais, je l'ai fait. Je te conseille de faire ça. Ça fait du bien si c'est ton rêve. C'est un rêve carrément réalisable. Je me retrouve dans ces Fury Rooms. L'idée, c'est de faire sortir cette énergie qui te bouffe. Moi, en l'occurrence, j'ai fait un album, j'ai écrit des chansons. Mais quand j'étais en internat, pour les filles, quand on pétait complètement les plombs, il y avait un truc, on remplissait un lavabo d'eau froide, on mettait la tête dans l'eau froide et on hurlait de toutes nos forces. Sous l'eau. Sous l'eau. Voilà, parce qu'en fait, il ne fallait pas que ça Oui, soit ça entendu étouffait par la surveillante dans le couloir. Mais n'empêche que ça faisait son petit taf et hop, on s'essuyait le visage, on allait se coucher, on dormait très bien. Du coup, elle est venue comment, toi, chez toi, cette colère? À quel âge? À quel moment? T'as fait un burn-out à un moment, à une époque, c'était trop. C'est à ce moment-là qu'elle est venue, cette colère? Moi, je crois que je suis en colère depuis toujours. J'avais de la colère quand j'étais jeune. Il y avait des choses que je trouvais injustes, que ça pouvait même être à la maison. Je pouvais être
Je trouvais injuste que mon frère il ait le droit d'aller grimper aux arbres alors que moi j'étais à la cuisine et je devais éplucher des pommes de terre. Ça m'énervait. Sauf que j'avais pas le droit de le dire. Si je le disais une seule fois, bon, on me remettait bien à ma place comme il fallait. Est-ce Donc, qu'à un moment donné, tu dis stop, ça suffit, c'est bon, là, je suis en colère, je le dis, je le fais. franchement, c'est là que maintenant. Que maintenant. Ouais, honnêtement. Et pourquoi? Parce que je savais pas. Tu savais pas que tu pouvais la sortir, tu savais pas que tu étais prisonnière en fait, tu penses? Ouais, parce que Arrête, parce que je moi tu vas me faire pleurer aussi, donc on aurait l'air maligne toutes les deux, tiens. parce que je savais pas. Je savais pas faire. Et pourtant, je veux dire, dans ma famille, je suis la grande gueule, quoi. Quand il y a un truc qui me plaît pas, je vais le dire. Mais je veux dire, la colère, celle qui est vraiment, euh, celle qui te détruit vraiment, je savais pas. Voilà. Et en fait, il faut taper un mur très fort pour se rendre compte qu'en fait, t'as pas fait les choses comme il fallait pour toi. C'est l'ultime trahison de ne pas adresser sa colère pour moi. Et voilà, donc j'ai fait un album. Et ça va mieux. Ouais. Et j'ai compris, je crois. Et du coup, tu en as fait un manifeste carrément. Ouais, Ceux qui ont, merci. ceux qui achèteront l'album, il est il est dans l'album. Est-ce que du coup, tu penses que tu as tout mis dedans? Tu as tout déchargé finalement dans cet album. Tu as laissé ta colère, ta rage, et là, un nouveau cycle démarre. Ouais, je pense que j'ai tout mis dedans. Parce qu'en plus, c'est un album qui s'est fait sur la durée. C'est un album que j'ai écrit pendant 2 ans. Donc, c'est un album que j'ai dû écrire au milieu de cette séparation qui ne se fait pas du jour au lendemain, en fait. C'est une relation qui se détériore au fur et à mesure. Donc, je suis passé par le questionnement. Qu'est-ce qui se passe? On va s'en sortir, mais d'où ça vient tout ça? Ah, en fait, ok, tu découvres le poteau rose, tu comprends que c'est la fin, tu comprends la violence. Enfin, donc, j'ai tout mis, c'est-à-dire que j'ai mis mes questions, j'ai trouvé mes réponses, j'ai mis mon dégoût, j'ai mis même ma rage joyeuse. La chanson Your Funeral, Tes funérailles, c'est la revenge song par excellence où je m'amuse à me dire que j'irai à l'enterrement de mon ex habillé comme une bombe atomique en me disant t'inquiète pas, ce sera une fête, quoi. And you are dead to me. I won't look back, c'est fini. But I look fly, trust me, at your funeral. C'est-à-dire j'ai mis toutes les parts de moi-même, même les plus mesquines. J'accepte. Et c'est exactement ça. Quand je l'ai joué au Mogador, le lendemain, je me sentais hyper bien. J'avais l'impression d'être allé jusqu'au bout. Tu fais beaucoup de choses à l'instinct, j'ai le sentiment. Oui, je pense que c'est un bon guide. Je pense qu'on a souvent les réponses en nous. C'est juste que souvent, c'est la peur d'être jugé ou la peur de se tromper qui nous empêche de nous écouter. Et à quel âge ça t'a lâché cette peur d'être jugé, le regard des autres, tout compte fait, parce que c'est un peu ça qui nous empêche par moments. Bon, je pense que ça se fait au fur et à mesure. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à monter sur scène, j'étais terrifiée. Mais vraiment, je détestais monter sur scène. C'était horrible. Je me disais, mais comment les artistes ils disent « Ah, je me sens chez moi sur scène ?» Je me disais, mais c'est pas vrai, c'est horrible. Parce que moi, j'avais un tyran dans ma tête constamment qui me disait « T'as raté cette note, tu chantes n'importe comment, regarde le mec là-bas, il s'ennuie. » Enfin, voilà, c'était horrible. J'avais 2 personnes dans ma tête. Donc j'ai mis du temps et en fait c'est à force d'avoir un peu plus de tolérance pour soi, d'amour pour soi, et puis à force de monter sur scène et se rendre compte que les gens en fait ils t'applaudissent. En fait ils ont payé un ticket pour te voir. Ils ont payé pour Ouais, te non, mais il voir. faut se parler, il faut se convaincre Ouais. parce que le tyran dans ta tête il est là depuis longtemps et il a de la force. Et donc de temps en temps il faut lui parler à ce tyran et dire fous-moi la paix aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as confiance en toi. Ouais, beaucoup plus. Beaucoup plus. Tu faisais un truc devant la glace, Ouais. paraît-il, tu te répétais une sorte de mantra. C'était quoi? Ça, c'est un truc récent un soir d'insomnie, je suis sur Instagram et je vois une vidéo de cette femme qui dit on peut dire je t'aime aux autres, mais on n'arrive pas à se le dire à soi-même. Et donc, je vous propose un exercice. Regardez-vous dans la glace quand vous vous sentez bien d'abord et dites-vous que vous vous aimez.
je t'aime Nadia aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'était vraiment ça l'exercice. Au début, je lève un peu les yeux au ciel parce que ça, je sais pas, parce que c'est gênant en fait. Voilà. Ce qui m'a sauvée moi dans la vie en fait, c'est que je suis curieuse. Et donc j'essaye. Et au début, moi aussi, je suis hyper mal. Et je me dis, mais ça va pas. Je suis toute seule dans ma salle de bain, je suis gênée, mais qui me regarde? Donc il y a bien un problème. Donc je me suis forcée à le faire. Et jusqu'au moment où tu y crois en fait. Et un matin, je me lève et je me dis, putain, mais c'est bien d'être moi. Mais je m'aime vraiment en fait. C'est pas si mal d'être moi, c'est même super bien. C'est un exercice tous les jours, tous les matins, à se dire je t'aime Nadia, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi aujourd'hui? Et puis trouver la réponse. Tiens, aujourd'hui je vais me faire, je sais pas moi, je vais me faire un match à la thé, tiens. C'est rien, mais c'est un acte d'amour, d'estime envers soi-même, qui a l'air de rien, mais qui dit à son cœur et à son cerveau bah, que tu vaux la peine toute seule et que tu n'as pas besoin de la validation extérieure pour être bien. Au bout de 3 semaines, 1 mois, je me suis rendu compte que ça marchait très 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 vite. Je conseille à tout le monde, vraiment. Ah ouais. Ouais. T'en parles à tes enfants de ça? Est-ce que tu leur parles de l'amour de soi? C'est difficile peut-être de leur expliquer, mais Bah, déjà, je leur dis beaucoup que je les aime. J'essaye je leur dis beaucoup que on est ce qu'on pense. Donc, quand on commence à dire je suis bête, oh là là, je suis bête, tout ça, c'est à l'air de petits riens, mais c'est des petits coups de poignard qu'on se fait à soi-même. Donc, j'essaie de leur faire comprendre que la manière dont ils se traitent et dans la manière dont ils traitent les autres, eh ben, ça peut tout changer. Mais la colère, on en parle beaucoup, tu penses, les enfants, hein, tu penses bien que la colère, eux, ils n'ont pas de problème à l'adresser, mais souvent, ils ne c'est savent pas pas la quoi même. en faire. Ouais. Ouais, mais on a des exercices, on a des rituels. Par exemple, on a un exercice avec les enfants où il y a un coussin entre nous deux. C'est le chanteur Tété je veux le dire son nom parce que c'est lui qui m'a proposé cette technique qui marche super. Un coussin entre vous deux. Et tu parles au coussin au lieu de parler à maman. Parce que des fois, mon fils a des problèmes avec sa mère, c'est normal. Je ne suis pas content du fait que tu fasses ceci, ça. Et moi aussi, je ne suis pas contente avec lui. Donc, je parle au coussin aussi. Et en fait, il a le droit de taper le coussin très, très fort. Voilà. Et passer toute cette énergie du haut vers le bas. Et après, on se serre dans les bras, ça va mieux, ok, et on s'aime. C'est une bonne technique. C'est une bonne Mesdames, technique. chez vous, hein, vous savez ce Je que vous avez à conseille, faire ouais. avec vos enfants. Ça fait de mal à c'est, personne et ils se sentent bien. Et en fait, c'est aussi, surtout aux garçons, leur apprendre que être en colère, c'est ok. Mais ce qui n'est pas ok, c'est de la retourner contre les autres ou contre soi. Et peut-être qu'on peut réussir à changer la situation dans laquelle on est où finalement... je sais pas, 85% des violences domestiques sont dues aux hommes, quoi. Peut-être que le chiffre il est plus grand, je le connais pas bien, mais... Alors, il faut acheter un coussin à tous ces hommes un peu. Voilà, un bon cadeau de Saint-Valentin, tiens. Merci mille fois, Emmanuel. Je voudrais juste terminer, je voudrais que tu complètes cette phrase. Vieillir, c'est. Vieillir, c'est une chance. Vieillir, c'est une chance, déjà, ça veut dire qu'on est vivant. Et c'est pas donné à tout le monde. Donc, vieillir, c'est une chance, et vieillir, c'est une joie. Parce que c'est réussir à chaque fois à essayer à faire mieux que la veille. Moi, j'adore vieillir, vraiment. Super. On se prend une photo? Ouais. Faut qu'on voit la Tour Eiffel. Faut qu'on voit ta tête? Bah ouais. Ah oui. Attends, merde. Tu vois, c'est toi, Sylvain Nicolas. Moi, j'ai rien dit. Merci mille fois, Emmanuel. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. One by one, we're meant to surrender. Mesdames,